Ingwer présente les nouveautés dans AXIS-VM X6. Il était déjà auparavant possible de subdiviser la vue du modèle. Différentes vues standards peuvent désormais également être sélectionnées. La fonction de recherche intelligente permet de sélectionner des éléments selon leur nombre, leur fonction ou leurs propriétés et peut être étendue ou réduite en plusieurs étapes. Cette sélection peut ensuite être utilisée pour toutes les opérations dans AXIS-VM. La fonction de recherche trouve non seulement des éléments, mais également des paramètres et des commandes dans AXIS-VM. Par exemple, les paramètres de base, des symboles graphiques ou maintenant l'affichage de l'axe logique et de l'axe transversal des poutres en T peut être ajusté séparément. Vous pouvez désormais également adapter la représentation des rotules de bord de poutres selon vos besoins. AXIS-VM X6 offre d'autres options pour diverses interfaces. Le transfert de charge vers et depuis Allplan et Archicad via l'interface SAF et l'import-export des rotules et des supports depuis et vers Tekla mérite une mention particulière. Le format IFC4 est désormais également pris en charge dans la zone OpenBeam. Les poutres peuvent être définies de manière excentrique via les points d'angle de la section transversale ou une excentricité définie par l'utilisateur. Les poutres à section variable sont soit automatiquement alignées sur un bord, soit vous pouvez laisser AXIS-VM déterminer l'excentricité aux extrémités de la poutre à l'aide d'autres composants. Comme indiqué ici, les excentricités peuvent être réglées arbitrairement, même de manière inhabituelle. Vous pouvez définir les excentricités de la poutre à l'aide de votre propre fonction ou directement via les propriétés de la poutre. D'autres formes standards sont disponibles pour définir les sections transversales des éléments. Si disponible, vous pouvez également sélectionner des sections transversales standards pour ces formes à partir de la base de données. Les appuis surfaciques et linéaires peuvent désormais également être définis selon la théorie de Winkler-Pasternak. Une rigidité au cisaillement du sol et donc un comportement plus raide au niveau des bords de fondation est pris en compte. Comme il fallait s'y attendre, l'affaissement de la dalle de plancher est réduit, notamment sur les bords. Cependant, les pressions de bord, dans cette vue ci-dessus, sont plus importantes en raison de la rigidité accrue au bord. Dans l'ensemble, le chargement selon Winkler-Pasternak se traduit par un comportement plus réaliste de la plaque de base. Le menu de sélection rapide pour les cas de charge est maintenant affiché sous forme de liste structurée avec les groupes de charge et est donc plus clair. La représentation transparente des niveaux de charge peut également conduire à une représentation plus claire du modèle. De plus, les niveaux de charge peuvent désormais également être utilisés pour déplacer les charges. Semblable aux charges immobiles, le niveau de charge répartit les effets sur les éléments et les zones qui lui sont affectées, dans le cas des charges mobiles, dans chaque position de charge. Le codage couleur des charges surfaciques indique déjà dans les versions précédentes
où chaque charge est effective. Dans AxisVM X6, cela est également possible pour les charges de neige et de vent, ainsi pour les charges de plusieurs cas de charge du même groupe de charges. La répartition des charges selon les étages des cas de charge peuvent être générés automatiquement pour chaque étage défini et les charges sélectionnées peuvent être déplacées ou supprimées, respectivement copiées. Cette fonction permet non seulement de faciliter la manutention d'un grand nombre de charges, mais également de prendre en compte une disposition défavorable des charges à chaque étage. Les charges peuvent également être réparties sur la base d'une grille d'axes. Pour ce faire, cependant, la grille doit d'abord être copiée au niveau des zones correspondantes. AxisVM X6 offre un moyen très simple de le faire. Après avoir sélectionné la grille d'axes, spécifiez le niveau du sol dans lequel la grille doit être située, où vous pouvez alors définir un vecteur de déplacement. Vous pouvez alors répartir les charges soit champ par champ, soit en damier afin de tenir compte d'un agencement des charges défavorables champ par champ. Lors de la saisie des charges linéaires et ponctuelles sur les barres, vous pouvez soit entrer un moment, soit sélectionner une excentricité pour l'application de la charge. Dans l'exemple illustré, la charge est appliquée au bord de la section transversale de la barre et génère ainsi un moment de torsion correspondant. Dans les paramètres du modèle, vous pouvez maintenant choisir comment les charges congruentes doivent être traitées. Les charges de la même position peuvent généralement être évitées ou seulement si elles ont la même intensité de charge. Il est également possible de fusionner automatiquement des charges congruentes ou, comme auparavant, d'autoriser les charges doubles. Les combinaisons de groupes de charges permettent de définir en détail quelles charges doivent être combinées et comment. Le système existant a été grandement simplifié sans sacrifier les performances et maintenant possible d'une manière très intuitive d'exclure la combinaison d'actions individuelles ou de combiner plusieurs cas de charge dans un groupe d'actions. Après la génération du maillage, les bords livres peuvent être recherchés et marqués afin de vérifier les connexions entre les composants individuels. Pour le calcul non linéaire du béton armé, le ferraillage réel ou maintenant le ferraillage requis basé sur une combinaison de charges uniques ou une valeur limite peut être pris en compte comme auparavant. Le niveau de combinaison affiché peut être sélectionné de manière semi-automatique afin d'afficher des résultats sur un niveau d'utilisation quasi permanent, fréquent ou peu fréquent, sans afficher les différents états limites de la sécurité structurelle dans la sélection des résultats. Les résultats peuvent désormais également être affichés sur un modèle en mode rendu. L'échelle de couleur a un nouveau paramètre pour différencier les résultats selon le signe. Cela peut être utilisé pour différencier par exemple quelles sections de mur sont soumises à une traction ou à une compression. La fonction de recherche intelligente est également disponible dans la vue des résultats
pour rechercher des éléments en fonction de leurs résultats. Cela vous permet de déterminer encore plus facilement quels composants seront décisifs. Après le dimensionnement du ferraillage, la détermination de la largeur de fissure est affichée, basée à la fois sur le ferraillage réel et requis. Les deux étaient déjà possibles jusqu'à présent, mais le renforcement pris en compte était déterminé par le fait qu'un renforcement réel était entré ou non. Maintenant, les deux cas peuvent être sélectionnés et donc facilement comparés. Lors du dimensionnement de poteaux en béton armé, comme dans la vue principale, des dispositions de fenêtres prédéfinies peuvent être sélectionnées. L'utilisation des colonnes peut alors être affichée non seulement dans le dimensionnement de la colonne elle-même, mais également dans le modèle. Un tableau avec les efforts internes et l'utilisation correspondante donne un aperçu supplémentaire de toutes les colonnes conçues. Un tableau analogue est également disponible pour les murs en maçonnerie et le dimensionnement des murs et noyaux en béton armé. La vérification des murs et des noyaux comprend désormais également la vérification du ferraillage horizontal. Cette vérification du cisaillement peut être activée ou désactivée dans les paramètres. La force horizontale dans le mur, la poussée de glissement à la base du mur et l'utilisation correspondante sont affichées. Pour les dalles en tôle composite, il est désormais également possible de dimensionner des barres d'armature supplémentaires. Le renfort inférieur peut éventuellement être limité à une seule couche parallèle à la tôle. Lors du dimensionnement, il est indiqué que l'état de la construction doit être vérifié séparément avant que le béton ne durcisse. Dans l'exemple illustré, seule une armature minimale est requise, du moins si la tôle est considérée comme un élément porteur. Si cela n'est pas souhaité, le dimensionnement des armatures est réalisé de la même manière qu'une dalle plate ordinaire. Un tableau avec le contenu des armatures requis est également édité en tant que résultat supplémentaire. Ceci concerne bien sûr le ferraillage calculé et néglige les coudes, les crochets d'extrémité et autres, mais constitue une bonne aide à l'orientation, par exemple, pour un contrôle de plausibilité globale du calcul. Dans la vérification des profilés en acier, le calcul de dimensionnement a été ajouté afin que les supports latéraux définis automatiquement ou manuellement soient également spécifiés pour la vérification de flambement par torsion. Les imperfections locales peuvent être déterminées à l'aide de formes de flambement calculées. Toutes les formes de flambement peuvent être prises en compte afin de pouvoir examiner les effets de stabilité dans toutes les parties de la structure. Les imperfections réelles sont définies par une combinaison de plusieurs formes de flambement et la définition de leurs flèches maximales respectives comme spécifiées par la norme. Un nombre quelconque de déviations initiales différentes peut être généré afin d'examiner différents scénarios de manière ciblée. Les imperfections sont traitées comme des cas de charge afin qu'elles puissent être contrôlées
le plus facilement possible et prise en compte dans une combinaison de charges définie manuellement. Le calcul non linéaire utilise maintenant ces combinaisons comme base de calcul et détermine l'équilibre sur le système déformé en tenant compte de la flèche initiale spécifiée. Les résultats peuvent être consultés individuellement pour chaque combinaison de charges, où vous pouvez afficher les valeurs extrêmes avec la valeur limite d'enveloppe. D'après ce calcul, les efforts et contraintes internes incluent également tous les effets de second ordre, y compris les effets de flambement. L'analyse de flambement peut donc également être fournie en utilisant les contraintes de l'acier sans avoir à utiliser le dimensionnement de la poutre. La définition des imperfections locales n'est pas seulement possible pour les structures de poutre, mais aussi pour les zones de la même manière. Cela permet de fournir une vérification de flambement d'une tôle, ce qui n'était pas auparavant possible qu'avec un calcul externe. La nouvelle poutre à 7 degrés de liberté prend en compte la courbure des sections. Sous un moment de torsion, cela conduit à des contraintes normales se produisant dans les semelles, qui génèrent le moment de cambrure, qui est finalement responsable du gauchissement de la section transversale. Le moment de flambement peut bien entendu être affiché comme tous les autres efforts internes. Dans le cas d'un cadre d'étage, avec une charge linéaire excentrique sur la traverse, le gauchissement de la section transversale entraîne le transfert d'un moment de torsion au poteau. Pour contrôler cet effet, les maillons d'extrémité de tige contiennent un réglage correspondant. Si un joint sans gauchissement est défini, la colonne n'est plus soumise à la torsion. Le réglage semi-rigide permet la saisie définie par l'utilisateur du facteur WF afin d'obtenir un effet direct ou déterminer le transfert de moment indirect qui contrôle finalement le signe du moment de torsion dans les appuis. Selon le dimensionnement du coin de cadre, les moments dus à l'arc de section transversale sont transférés de manière à ce que la traverse et la colonne soient tournées dans le même sens ou dans les sens opposés. Les formes de flambement des poutres 6 à 7 degrés de liberté sont identiques si elles représentent un flambement par flexion pure. Cependant, afin de capturer également l'effet de flambement par torsion, il est impératif que le gauchissement de la section soit pris en compte. Les calculs de dynamique des fluides peuvent être utilisés pour déterminer les charges de vent, même dans les cas où la norme ne fournit plus aucune information. À cette fin, le modèle peut être exporté sous la forme de fichier STL, qui peut être utilisé dans un programme externe pour calculer les pressions du vent. Ces pressions du vent sont ensuite relues dans AXIS-VM et automatiquement converties en charges pouvant être utilisées pour calculer la force de coupe et la déformation. Pour plus d'informations sur AXIS-VM X6, consultez ingwer.com.